Je vous le dis, hein, il n'y aura pas que des bonnes choses sur ce véhicule, hein, loin de là. La Dacia Spring est-elle la voiture à avoir si on souhaite passer à l'électrique pour pas trop cher? C'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. J'ai actuellement entre les mains la Dacia Spring phase 2 en version extrême et je vais vous donner mon ressenti après un peu plus de 2500 km d'utilisation. Alors on va commencer tout de suite avec un petit tour d'horizon des caractéristiques techniques. Il faut savoir que les Dacia Spring sont équipés de deux motorisations, la 45 chevaux et la 65 chevaux. La version extrême, elle, dispose du moteur de 65 chevaux qui nous promet une autonomie de 250 km. Alors 250 km, ça c'est sur le catalogue. En réalité, on va être plutôt proche des 190 km et encore, on peut descendre à 170 km d'autonomie en hiver et ça, c'est si on n'utilise pas trop le chauffage. Pour recharger ce véhicule, deux options s'offrent à nous. On va pouvoir bien sûr le recharger sur une prise classique, dans quel cas il faudra attendre pas moins de 12 heures pour une recharge complète, ou encore bien entendu sur borne de recharge, dans quel cas la durée de rechargement sera réduite à 3 heures environ. Et il est important de noter qu'on ne pourra pas bénéficier de la supercharge avec ce véhicule. Elle n'est tout simplement pas adaptée à ce type de charge. On pourra la brancher sur les chargeurs de type Tesla, hein, bien entendu, mais la supercharge ne sera pas prise en compte. On restera sur une charge classique de 3 heures. Niveau sécurité maintenant, ce véhicule est plutôt bien équipé car on va disposer de l'ABS, de l'ESP, d'un radar anti-collision. Alors ce radar anti-collision ne va pas permettre de freiner de lui-même le véhicule, mais par contre on va être averti d'un signal sonore lorsqu'on va trop s'approcher d'un véhicule ou lorsque celui-ci va freiner. On dispose aussi de l'aide au démarrage en côte, d'une caméra de recul, des feux automatiques, donc les phares s'allument automatiquement en fonction de la clarté extérieure et pour finir, le véhicule est équipé de 6 airbags. Malgré tout, ça n'en fera pas la meilleure élève au niveau des crash tests. En effet, elle n'aura obtenu qu'une étoile sur 5 au programme européen d'évaluation des nouveaux véhicules. Alors avant de s'arrêter pour continuer un petit peu ce tour d'horizon, j'aimerais terminer avec les caractéristiques technologique, j'ai envie de dire, du véhicule. Donc on va retrouver un système de navigation intégré, on va aussi retrouver la connectivité Bluetooth. La voiture est équipée d'une puce de localisation, donc en cas de vol ça peut être super intéressant de savoir où se trouve notre véhicule, et on va aussi trouver la connexion Wi-Fi, c'est-à-dire que couplé à l'application My Dacia, on va pouvoir à distance connaître l'état de charge de notre véhicule ou encore activer le chauffage, et ça c'est super intéressant les matins d'hiver quand on veut monter dans une voiture déjà chaude. À noter toutefois que cette option n'est plus disponible en dessous des 30% de charge. Allez, on se retrouve comme convenu après ce petit tour de nettoyage à l'extérieur du véhicule. Donc ce dont on peut s'apercevoir tout de suite, c'est qu'on est sur un petit gabarit, hein. Sur catalogue ça paraît pas, de par les proportions des phares, du capot, tout ça. Moi j'avais l'impression de voir une voiture un peu plus grosse. En fait on est vraiment sur un modèle compact, hein. Logique, vous me direz, c'est une voiture qui se veut urbaine et on a aussi une bonne hauteur d'empattement, hein. On a vraiment de l'espace, donc ça pour tout ce qui est dodane c'est super intéressant en ville, mais ça va être aussi super intéressant si comme moi en campagne vous utilisez des fois des petits chemins un peu escarpés, elle s'en sortira très bien aussi dans ces conditions. On va partir du côté de l'avant maintenant et on peut s'apercevoir qu'ils n'ont pas lésiné sur l'esthétique. On a vraiment, je trouve, une jolie voiture. Cette face avant, je la trouve magnifique. On va avoir des phares étagés, donc ici on va avoir tout ce qui concerne les clignotants et les feux diurnes ainsi que les veilleuses, et ici on aura les phares et les codes. On notera les petites touches cuivrées par-ci par-là sur la voiture. Il y en a pas mal, je vous les montrerai un petit peu à droite à gauche. Ça c'est exclusif au modèle extrême, hein.
La calandre, alors cette calandre, je la trouve simplement sublime, hein, cette touche blanche sur ce noir verni avec le gros logo Dacia ici bien au centre. Franchement, on a quelque chose de plutôt joli, je trouve, c'est super intéressant. D'ailleurs ici, hein, vous l'aurez compris, c'est la trappe qui va nous permettre de recharger le véhicule. Et si on descend un petit peu plus bas sur le pare-choc, on va retrouver cette lame noire. Alors noire tout simplement parce qu'il y a les couleurs plastiques, hein, pour des raisons économiques, mais je trouve que ça gâche rien au véhicule et elle vient intégrer, bien sûr, hein, vous l'avez vu tout à l'heure, le radar anti-collision qui se trouve juste ici. Pour finir, on va retrouver la petite trappe qui va nous permettre d'insérer la vis, enfin l'œillet de remorquage qui se trouve dans le coffre. Il suffit de déclipser la petite trappe et de venir visser l'œillet de remorquage. Et si on remonte un petit peu sur le capot, on va retrouver ces deux excroissances qui donnent vraiment un charme fou à cette face avant, hein. Je vous le dis encore une fois, je suis vraiment amoureux de cette face avant, je la trouve magnifique. On n'aura qu'un asperceur de produits de lave-glace ainsi qu'un seul bras d'essuie-glace. Économie oblige, hein, je vous rappelle qu'on est sur un modèle qui se veut vraiment à bas coût. Au niveau du pare-brise, rien de particulier, si ce n'est qu'on notera l'absence de joints. Donc ça, je pense qu'à l'usure, ça va être quand même un joli nid à poussière. À voir, hein, je suis sûr de rien, mais à mon avis, ça va terminer comme ça avec de la mousse et tout ça à l'intérieur. On continue sur le côté de la voiture, on va retrouver sur les rétroviseurs des coques, toujours avec cette note cuivrée. On aura aussi un clignotant intégré. Tout ce qui va être protection de portière, on va être sur des autocollants. On n'est pas sur des baguettes en plastique, on est juste sur des autocollants. Ça, c'est un peu dommage, je trouve, même si bon, le dessin est un peu joli, mais je suis pas sûr que ça joue vraiment un rôle de protection, hein, à ce niveau-là. On va retrouver le petit logo Dacia ici aussi en touche de rappel avec la note cuivrée. On va poursuivre avec les poignées. Les poignées, ce sont les mêmes que sur toutes les Dacia. Ça ne change pas. C'est la même d'ailleurs à l'avant ainsi qu'à l'arrière. Au niveau du barillet de porte, on n'est pas sur ce qu'il y a de plus sécurisant. Je ne vais pas vous mentir, hein. On est un peu sur ce qui se faisait dans les années 80. En termes de vol, ça ne va pas être le plus pratique. Au niveau des montants, rien de particulier. On a tout ce qu'il y a de plus basique. Du plastique noir mat. Il va en être de même au niveau de la fenêtre arrière ici. Et c'est ici qu'on va relever le premier point noir de ce véhicule. Ça va se trouver au niveau du joint de la portière. Alors, je ne sais pas si ça va être récurrent à tous les modèles, mais moi j'ai ce souci et ça m'agace vraiment, c'est que le joint, malgré que la portière soit très bien fermée, il ne plaque pas. Il y a du passage d'air qui se crée et c'est vraiment insupportable. Donc dites-moi en commentaire si vous avez ce type de véhicule, si vous avez aussi le même problème, ça m'intéresse vraiment de le savoir. Sinon, au niveau du toit, on va retrouver sur les barres de toit toujours cette note cuivrée. Et ici, encore un petit défaut à mon sens, on n'a pas de joint sur la jonction du pavillon avec le côté de la voiture, donc ce qui fait qu'on distingue vraiment toutes les aspérités de la jonction. C'est vraiment pas très propre, ça fait pas fini. Donc voilà pour le deuxième défaut. On notera toutefois l'effort qui a été fait sur l'antenne, hein. Ils l'ont positionné à l'arrière, donc ça franchement c'est une bonne chose. On voit plus trop de véhicules maintenant qui ont l'antenne à l'avant. Ils auraient pu quand même économiser énormément là-dessus, hein, parce que bon, là on aurait quand même 1 mètre de câble en moins. C'est vrai que sur une voiture, c'est pas trop représentatif, mais lorsqu'on est sur des chaînes de production, 1 mètre de câble, ça se transforme vite en des kilomètres et des kilomètres de câble. Donc là, ils ont quand même fait le choix de la mettre à l'arrière. Et ça, c'est une bonne chose au niveau esthétique, je trouve. Au niveau des roues, on va simplement retrouver des jantes tôle équipées d'enjoliveurs. Donc ça ressemble plutôt à des jantes, hein, on va pas se mentir, et ça c'est plutôt esthétique. Les enjoliveurs sont noirs brillants et on retrouve encore une fois le petit logo Dacia avec cette touche cuivrée. On part maintenant sur un petit 3/4 arrière. Donc ici, moi ce qui m'a sauté aux yeux directement, c'est l'asperceur de lave-glace arrière qui n'est pas centré au véhicule. C'est pas grand chose, mais franchement, ça m'agace. Alors j'imagine que c'est pour laisser la place au câblage du 3e feu stop. On dispose d'un 3e feu stop. Le logo Dacia ici, pareil, en touche cuivrée. Donc lui, il est magnifique, pas de souci. Là, le spring, lui, est en autocollant. On va retrouver le bouton pour ouvrir le coffre. Ici, on est sur quelque chose d'électrique. On n'est pas sur un bouton classique, hein, comme on pouvait l'avoir à l'époque. Niveau feu arrière, on est sur quelque chose de plutôt joli, je trouve. On a une arête qui est bien marquée, qui est prononcée ici sur le côté. On retrouve la petite signature lumineuse de Dacia. Ici, une petite partie blanche pour le clignotant et le témoin de marche arrière. On redescend un peu et de part et d'autre du pare-choc, on va retrouver 2 catadioptres. Donc bien sûr, ceux-ci ne sont pas équipés d'ampoules, hein, ça sert juste à refléter les phares des véhicules qui nous suivent. On va avoir les 3 radars de recul. La voiture bip lorsqu'on va s'approcher trop près d'un obstacle. Ça, je ne sais pas si je vous l'avais dit. Et ensuite, on va terminer avec le feu anti-brouillard qui se trouve ici sur la partie inférieure du pare-choc. Le pare-choc en lui-même est assez basique, il n'apporte pas grand-chose. Mais bon, voilà, il n'est pas non plus dégueulasse. On part maintenant du côté de la malle arrière, donc on ouvre ça et c'est ici qu'on va relever encore un nouveau défaut à mon sens. Alors on va pas faire durer le suspense, le gros défaut il se trouve ici, c'est la plage arrière. Voilà, vous le voyez, hein, dès qu'on va sortir quelque chose du coffre, elle va se mettre en vrac, donc il faudra absolument la remettre avant de fermer la malle.
Ça, c'est franchement pénible. Ils auraient pu quand même mettre, comme sur la majorité des voitures, des petits tétons ici hein, pour pouvoir guider simplement dans les rainures la plage arrière et la maintenir au fond. Mais là, c'est pas le cas, donc ça fait vraiment cheap à ce niveau-là. Sinon, en termes de volume, le coffre est franchement spacieux. Alors, la plage de coffre, par contre, elle est un peu cheap aussi. Vous le voyez, on est sur quelque chose d'un peu, de pas suffisamment rigide à mon sens. Et dessous, bien sûr, on va retrouver les éléments anti-crevaison. On a le gonfleur, on a le produit, on a aussi, comme je vous le disais, le petit œillet de remorquage. À noter bien sûr qu'il est possible d'avoir une roue de secours avec ce véhicule, mais c'est une option. On va maintenant passer du côté du capot. Donc ici, la manette se trouve juste là. On a d'ailleurs la manette pour ouvrir la trappe de charge juste à côté. Donc hop, je vais ouvrir les deux tant qu'à faire. Du coup, au niveau de la trappe de charge, rien de particulier. Hein. On a le système ici pour venir brancher notre prise. Et lorsqu'on vient appuyer sur la fermeture de la voiture, ça vient verrouiller le système de branchement. Donc ça, c'est une petite sécurité. Alors, j'ai jamais essayé de réellement tirer dessus, je vais pas vous mentir, mais à mon avis, on est plus là sur un dispositif qui est fait pour éviter que le câble ne se débranche plutôt que pour éviter que quelqu'un tire dessus. À mon avis, si on tire fort dessus, ça doit casser. Bref, sinon, niveau capot maintenant, on va l'ouvrir juste ici. Et on va retrouver pas grand chose, hein. On reste sur une voiture électrique, donc évidemment on n'a pas de moteur. Mais c'est ici qu'on va retrouver le réservoir de lave-glace, on va aussi retrouver la boîte à fusibles, le liquide de frein, le liquide de refroidissement et la batterie. Alors concernant le liquide de refroidissement, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de tuyaux qui partent à l'intérieur de l'habitacle, donc le chauffage ne se fait pas par le moyen du liquide de refroidissement. Le liquide de refroidissement va juste être là pour refroidir les batteries, mais pour chauffer l'habitacle, ça va être simplement un système de résistance électrique. Allez, je pense qu'on a suffisamment fait le tour extérieur, on va passer maintenant à la partie habitacle. On va commencer tout de suite par l'intérieur des portières. Donc les garnitures, on est simplement sur du plastique moulé. On va toutefois retrouver cette petite baguette cuivrée hein, pour le rappel sur le modèle extrême. On a ici la poignée qui est aussi une partie moulée pour venir fermer la portière. Pour l'ouvrir, on a quelque chose d'un peu chromé. C'est du plastique et on a quand même deux jolis vides-poches. Pas de poignée de réglage de rétroviseur, ce modèle est équipé de rétroélectrique. Au niveau des sièges, on a quelque chose de plutôt réussi. On retrouve ici le petit imprimé thermoformé Dacia. On a des vraies surpiqûres cuivrées sur du vrai Sky hein, pour le coup. Côté réglage, par contre, ça va être un peu limité. Hein. On va simplement pouvoir avancer et reculer le siège ainsi que jouer sur l'inclinaison du dossier. Au niveau du volant, on a quelque chose de plutôt réussi, je trouve. On a des touches un petit peu chromées à cet endroit-là. Le logo Dacia en blanc ajoute vraiment une belle touche esthétique. Alors le volant lui-même reste au niveau des matériaux assez basique, hein, mais par contre on a quand même quelques commandes intéressantes. On a le limiteur de vitesse qui se trouve juste ici. Parce que oui, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais le véhicule est équipé d'un limiteur de vitesse. Je trouve le choix cohérent dans le sens où un régulateur de vitesse sur ce type de véhicule qui n'est pas fait pour l'autoroute, ça ne servira à rien. Donc vaut mieux un limiteur qui nous empêche de franchir un certain seuil de vitesse. Comme je vous le disais, de ce côté, c'est tout ce qui va concerner le limiteur de vitesse et de ce côté là on va avoir simplement un bouton qui va nous permettre d'utiliser la commande vocale. Alors bien sûr la commande vocale va être disponible seulement si vous connectez votre téléphone en Bluetooth à la voiture. Au niveau des commodos, rien de particulier, hein, c'est similaire à ce qu'on trouve sur la plupart des véhicules. Par contre ici aussi il y a un gros point noir hein, pour gérer les informations sur le tableau de bord. Ça va pas se passer sur les commodos mais ça va se passer à l'ancienne. Je ne sais pas si vous allez bien le distinguer mais on a un bouton qui est ici. Alors vous voyez, pour accéder c'est super galère. Et c'est comme ça qu'on va changer les informations d'affichage de notre tableau de bord. Ça, franchement, c'est aussi quelque chose de très problématique à mon sens. Hein. Ils auraient pu mettre quand même quelque chose soit sur le volant, soit sur le commodo. Ça aurait évité de devoir se tortiller dans tous les sens si on veut gérer ces commandes-là pendant qu'on roule. Au niveau de la console centrale, elle est plutôt jolie. On retrouve encore une fois ce petit liseré cuivré tout autour de cette console. On va retrouver les deux aérations centrales ici. Alors, on a bien sûr les deux aérations latérales de chaque côté, hein. Ici et ici, donc pareil, toujours avec cette note cuivrée qui les entoure. On revient sur l'écran, donc l'écran c'est tout ce qu'il y a de plus basique, hein, c'est les mêmes chez Dacia. Donc on a le bouton pour l'allumer, on a ici le volume, ici deux connectiques, une USB et une prise auxiliaire. Ensuite, si on vient du côté inférieur, on va retrouver les warnings ici au centre, très accessible. On va retrouver le mode éco. Alors le mode éco, je vais pas vous mentir, il est un peu anecdotique, hein. Alors on le sent quand on veut vraiment appuyer, mais si on a une conduite normale, je vous conseille de pas le mettre, dans le sens où c'est même parfois dangereux, hein. Je me suis déjà fait surprendre avec ce mode éco, je le mettais, mais le problème c'est que dès que je voulais dépasser un véhicule, on sent que la voiture est bridée. Donc dans ces moments-là, c'est même dangereux, hein. Je vous le dis, vraiment, c'est assez dangereux. Donc ne le mettez pas si vous avez une conduite souple. Vraiment, vous serez pas
ce sera la même chose. Le mode éco, il va juste réduire un peu votre pêche, votre durée d'accélération. Donc si vous n'êtes pas constamment en train d'écraser la pédale, le mode éco ne vous sert à rien sur ce véhicule. On va retrouver aussi les boutons des vitres électriques, à savoir que ce véhicule est équipé de 4 vitres électriques. Je vous montrerai ça après à l'arrière. Et en dessous, on va retrouver tout ce qui va concerner le chauffage. Donc les boutons de réglage, ce sont des boutons tout à fait classiques. On n'a rien d'électronique à ce niveau-là. Donc bouton de température, bouton de ventilation et bouton de positionnement de la ventilation. On a le dégivrage arrière. Le véhicule est équipé de la clim. Et ici, c'est pour brasser l'air intérieur. Donc pour pas récupérer l'air extérieur pour ventiler, mais pour recycler l'air intérieur. D'ailleurs, l'utilisation de ce bouton, c'est surtout dans les tunnels pour éviter d'avoir l'air pollué qui est agglutiné dans le tunnel dans votre habitacle. C'est vraiment pour brasser l'air intérieur, au moins voilà, vous récupérez pas toutes les fumées d'échappement. Ensuite, on continue à descendre. On va avoir ici le bouton pour enlever l'antipatinage, ici pour activer ou désactiver le limiteur de vitesse. Donc oui, il faut interagir d'abord sur ce bouton pour ensuite pouvoir utiliser les commandes au volant. Donc ça aussi, c'est un peu problématique, je trouve, c'est un peu couillon. Le troisième bouton, ça va être pour activer ou non la connexion Wi-Fi. Et ici, on va retrouver une prise 12 volts, tout ce qu'il y a de plus classique. Un petit rangement juste là. Et au niveau du passage des vitesses, donc de la marche avant à la marche arrière au neutre, ça va être un système de molette. Et ça, franchement, j'étais un peu sceptique au début, mais c'est super agréable à l'utilisation. On va terminer sur la descente de la console centrale avec le frein à main. Donc là aussi, on a un frein à main mécanique. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que je sais pas vous, mais moi, personnellement, les freins à main électriques, j'y arrive pas. Et on va terminer à l'avant avec la boîte à gants. Donc on peut voir qu'on a quelque chose de très spacieux, franchement il y a de la place à ce niveau là, c'est plutôt cool. Juste derrière moi on aperçoit les ceintures de sécurité, on peut voir qu'elles sont réglables en hauteur, donc ça du côté conducteur comme du côté passager, c'est plutôt un bon point. Par contre le gros point noir côté habitacle, ça va être la position de conduite. Alors déjà on n'a pas un volant qui est réglable en hauteur, pour moi c'est pas une contrainte parce qu'il est plutôt bien placé, mais par contre au niveau de la clé de contact, moi quand je suis dans ma position, j'ai le genou qui a tendance à venir taper dedans, donc j'ai pris l'habitude et je conduis avec la jambe un peu écartée comme ça là, je sais pas si vous vous rendez compte, voilà ici, donc je conduis un peu comme ça et bon sur le coup c'était franchement contraignant, j'ai failli ramener la voiture juste pour ça, c'est franchement pénible, surtout si vous avez tendance à mettre un peu des porte-clés et tout ça, bon bah là il va falloir oublier. Allez maintenant on va passer à l'arrière, donc panneau de porte, c'est assez similaire à ce qu'on a retrouvé à l'avant, sauf qu'ici on n'aura pas le petit rappel cuivré, donc c'est un peu dommage de ne pas l'avoir mis là, c'est pas pour le prix que ça aurait coûté. La manette pour actionner les vitres électriques, donc c'est ici. Alors bien sûr on peut les verrouiller de l'avant. C'est d'ailleurs à cet endroit qu'on va aussi pouvoir régler les rétroviseurs ainsi que activer ou désactiver les bips de recul. Au niveau de la banquette, on a une banquette simple, donc on va pas avoir un tiers, 2 tiers. Donc là j'ai laissé la plage arrière, je vais l'enlever. Et pour abaisser la banquette, on va avoir un système de sangles. Donc il faut tirer les sangles. Pour abaisser notre banquette, on n'aura pas un fond plat, on va pas trop en demander non plus. Par contre, voilà, comme vous pouvez le voir, mes câbles sont ici. Ça aussi, c'est un peu problématique. Ils auraient clairement eu la place de faire un petit coffre à l'avant pour pouvoir ranger les câbles. En plus, ça aurait été du côté de la trappe de charge, ça aurait été super cool. Mais là, non. Donc les câbles, il faut se battre un peu avec pour les ranger à droite à gauche. Et ça, franchement, c'est aussi problématique. Sinon, sur la banquette arrière, pour revenir là-dessus, on a quand même les systèmes de fixation pour les sièges enfants. Je remonte tout ça et je peux maintenant m'installer à l'arrière et vous faire part du dernier gros point noir à mon sens dans ce véhicule. Lorsqu'on a un conducteur qui est un peu grand comme moi à l'avant, et à l'arrière on va être vraiment restreint en place. On a vraiment allez, 15 cm pour les jambes et vous voyez j'ai les genoux qui rentrent vraiment dans le siège. Donc voilà, ça se sent à l'avant, clairement. Voilà, pour les grandes personnes, à l'arrière, ça va être un peu compliqué. Par contre, concernant la hauteur, aucun problème. Donc voilà, si vous avez un grand buste mais des toutes petites jambes, cette voiture est faite pour vous. Blague à part, au-dessus de moi, vous pouvez voir que le ciel de toit est blanc. On a quelque chose de plutôt basique. Et à l'avant, on va retrouver 2 pare-soleil. Là aussi, c'est assez similaire à ce qui se faisait dans les années 60. On dirait des petits trucs de 4L. Et au-dessus, par contre, chose qu'il n'y avait pas dans les 4L, ça va être le plafonnier équipé du petit bouton SOS pour appeler les secours en cas d'accident. Alors avant de conclure sur cette vidéo, j'aimerais venir quand même sur un point essentiel dont on n'a pas parlé, ça va être la sensation de conduite. Alors au niveau de la conduite, on a quand même un véhicule qui est souple.
on a un véhicule qui quand même répond énormément. On va prendre l'exemple des 65 chevaux. Sur un véhicule thermique, quand on va parler de temps de chevaux, ça va être un nombre de tours minutes donné. Donc là, c'est pas le cas, on a 65 chevaux constants. Donc on a vraiment une voiture qui est suffisamment performante pour ce à quoi elle est destinée. Ensuite, au niveau du châssis, on a quelque chose de plutôt correct. La direction est franchement souple. On a vraiment, encore une fois là, quelque chose d'agréable. On remarquera quand même une certaine rigidité au niveau des suspensions et la finesse des roues ne va pas aider. Je vous rappelle qu'au plus on aura des roues fines sur un véhicule, au plus on va sentir l'aspérité de la route. Et là, la combinaison des suspensions un peu raides avec les roues qui sont très fines, ça fait qu'on sent quand même énormément la route. Les pneumatiques, pour rouler à 80 km/h, ça suffit amplement. Je sais que sur certains forums, c'est quand même un gros point noir. Alors, je vois pas ce qu'ils leur trouvent à ces pneus. Certes, on est sur des pneus chinois, mais ça fait largement le taf. J'ai pas remarqué d'usure anormale. Et en termes de sensation de conduite, c'est franchement, encore une fois, correct à ce niveau-là. Au niveau freinage maintenant, bien que ce véhicule ne possède que 2 freins à disque à l'avant et des freins à tambour à l'arrière, donc c'est vrai qu'on a un peu l'impression de faire un petit bond en arrière à ce niveau-là, au niveau de la technologie de freinage. Mais pour un véhicule qui, je vous le rappelle, pèse 975 kg à vide, c'est amplement suffisant. En plus de ça, je vous rappelle que le freinage régénératif est présent. D'ailleurs, chose que j'ai quand même omis de vous dire au moment de vous parler du système Eco, c'est que lorsqu'on active le mode Eco, le freinage régénératif va être un peu plus puissant. C'est-à-dire que lorsqu'on va arrêter d'accélérer, la voiture va freiner un peu plus. Ça va être assez anecdotique en termes de récupération d'énergie. Sur la totalité de la charge, on va gagner 5 km/h environ à ce que j'ai pu noter. Mais par contre, on sent quand même une vraie différence à la conduite, c'est-à-dire qu'on va quand même beaucoup moins solliciter les freins lorsqu'on va être sur le mode Eco. La vitesse maxi de 125 km/h va faire qu'on va être sur un véhicule qui ne va pas forcément nous permettre d'utiliser l'autoroute, encore une fois. Donc on va être là sur un véhicule plutôt secondaire. Le week-end, si vous voulez partir un petit peu loin, c'est pas ce genre de véhicule-là qu'il faudra prioriser, je pense. Vous imaginez bien faire 2 heures de route et devoir recharger votre véhicule constamment comme ça, c'est quand même une contrainte. Autre chose que je n'ai pas dite, c'est le fait que l'on ne puisse pas utiliser les vitres électriques arrière depuis l'avant. Alors on peut les condamner, il n'y a pas de souci, mais par contre on ne va pas pouvoir les ouvrir ou les fermer de l'avant. Donc ça, je trouve que c'est quand même un petit peu problématique. Souvent, vous savez, lorsqu'on ouvre que les fenêtres avant, on aura pas mal de bruit de vent, ça va être un peu désagréable à l'oreille. Donc voilà, le fait de pouvoir ouvrir un peu les fenêtres arrière, ça va réduire ce phénomène et c'est quand même plus agréable. Donc là, on ne peut pas le faire. Il faut s'en contenter, c'est pas très grave en soi, mais c'est important de le dire dans cette vidéo. Alors maintenant, pour répondre à la question que l'on se posait en début de vidéo, à savoir si ce véhicule est le véhicule idéal pour passer à l'électrique pour pas cher. Alors dans le cadre d'un véhicule secondaire, j'ai envie de dire pourquoi pas. Dans le cadre d'un véhicule principal, je vous dirais que non. Alors non, pourquoi? Non pas que ce véhicule ne soit trop cher, au contraire, il est l'un des moins chers de sa catégorie. Aujourd'hui, à un prix affiché de 20 000 €, on sent que ce véhicule a été pensé autour de la batterie et que les économies ont été faites en conséquence justement pour atteindre cet objectif de véhicule low cost. Et le problème, c'est que le côté low cost, malgré de belles finitions, de beaux essais esthétiques, on va dire, on sent qu'on n'y est pas encore. Je pense qu'aujourd'hui, 20 000 €, on est encore sur une fourchette trop basse pour espérer avoir un véhicule abouti à ce tarif-là. D'autant plus qu'à l'heure où je vous parle, ce véhicule ne bénéficie plus de la prime à la conversion. Donc il faut savoir que moi, c'est pas un véhicule que j'ai acheté, d'où le choix de ce véhicule. C'est un véhicule que j'ai obtenu en location longue durée de 3 ans. J'ai un kilométrage maximum à ne pas dépasser de 45 000 km et des mensualités pour ce modèle hors assurance de 136 € par mois. Il faut rajouter environ 50 €, c'est un peu moins, on est aux alentours des 45 € d'assurance en tout risque dans mon cas. Et j'ai bénéficié aussi de la prime à la conversion, donc j'ai rendu un ancien véhicule qui était une Renault 21 qui commençait à me poser pas mal de problèmes. Donc j'ai touché 2500 € pour ce véhicule, ce qui m'a donné l'enveloppe nécessaire pour le premier loyer. Donc dans mon cas, c'était intéressant, c'est un véhicule que je vais utiliser surtout
autour de chez moi pour aller au travail, pour aller rendre visite à des amis qui ne sont pas très loin. Voilà, je ne pars pas en vacances avec ce véhicule, donc dans mon cas, ça fait très bien l'affaire et les mensualités sont clairement raisonnables par rapport à un véhicule, même thermique, hein, que l'on va acheter neuf. Voilà, moi je me retrouvais gagnant à ce niveau-là, c'est pour ça que j'ai fait le choix de ce véhicule. Mais en toute honnêteté, si j'avais dû acheter un véhicule neuf, je ne serais clairement pas parti sur ce véhicule. Je ne serais même pas parti sur un véhicule électrique, pour être tout à fait honnête avec vous, hein. J'aurais pris un véhicule essence ou diesel avec une petite motorisation qui m'aurait permis des consommations extrêmement réduites. Aujourd'hui, il y a quand même des modèles qui consomment entre 3 et 5 litres au 100. Donc voilà, je serais plutôt parti sur ce type de véhicule-là. Aujourd'hui, chez Dacia, d'ailleurs, on peut trouver des véhicules qui coûtent entre 10 et 12 000 euros avec des finitions plutôt correctes. Et avant d'atteindre la différence de 8 ou 9 000 euros d'écart avec un véhicule électrique, en consommation d'essence, il aurait fallu plusieurs années avant d'arriver à trouver vraiment un compromis intéressant à ce niveau-là. Donc voilà, aujourd'hui, je pense que le véhicule électrique, c'est bien si on veut se donner une conscience. Encore qu'aujourd'hui, le côté écologique de ces véhicules reste encore approuvé, hein, non pas des émissions de gaz qu'elles n'ont pas, évidemment, on est sur un véhicule qui n'émet aucun gaz. Par contre, pour l'extraction des matériaux nécessaires à la fabrication des batteries, là, c'est une toute autre affaire, hein, évidemment. Les calculs restent encore à faire. Moi, je ne suis pas là pour polémiquer à ce niveau-là. Mon but dans cette vidéo est simplement de vous donner un avis objectif sur ce véhicule et sur son utilisation. J'espère que ça aura répondu à nombreuses de vos questions. Moi, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. L'espace commentaire est là pour ça. Et moi, je vous dis à très vite. Ciao!